Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Guillaume Rousseau, professeur et directeur du DESS en droit et politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, avocat, directeur de l'IRQ et chroniqueur, ainsi que Jean-Christophe Jasmin, directeur pour le Québec de l'Institut Cardus, détenteur d'une maîtrise en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en théologie à l'Université Acadia. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on parlera de laïcité. Et je vais y aller avec une première question qui est très costaude, mais vous l'interpréterez comme vous voulez. Enfin, je vous demande comment vous expliquez la place si importante là, de la laïcité, la place qu'elle occupe dans le débat québécois depuis quelque temps déjà. Donc, on peut y aller avec soit une évolution de la laïcité au Québec ou juste les raisons qui, selon vous, expliquent cette importance. Je peux y aller. Parfois, j'utilise une image. Je dis, bon, le combat pour la laïcité au Québec, pour employer ce mot-là, c'est une rencontre entre Louise Baudouin et Jamila Benhabib. Donc, j'utilise, peut-être que cette rencontre a déjà eu lieu ou pas. Vous comprenez que c'est une image. Donc, l'idée, c'est de dire, il y a un vieux fond de gauche, la laïcité peut-être plus traditionnelle qui s'est exprimée pour un peu sortir l'Église catholique de l'État. Donc, et le mouvement souverainiste, donc, Mme Baudouin était là-dedans avec une certaine influence française, surtout qu'elle a de la double nationalité. Donc, ça, c'est la base. Puis là, dans les années 60-70, on y reviendra peut-être tantôt, mais il y a eu des progrès dans ce sens-là. Dans la laïcité, c'était beaucoup de séparation Église catholique, dans une moindre mesure, certaines églises protestantes, et l'État québécois. Et par la suite, début des années 2000, ben là, suite à une vague d'immigration, notamment provenant du Maghreb, il y a des militants, surtout des militantes qui ont exprimé le souhait de poursuivre cette progression pour la laïcité. Puis cette fois, une vigilance à l'égard de toutes les religions, mais dans certains cas, une vigilance particulière à l'égard de l'islam. Donc, c'est ces deux courants-là qui se sont rencontrés, qui se sont renforcés mutuellement dans un contexte où la jurisprudence, la Cour suprême, donc provenant, influencée par les États-Unis, le Canada, avait imposé au Québec un certain nombre de règles, notamment les accommodements religieux, qui, pour toutes sortes de raisons, c'est une logique de common law qui a été imposée dans une juridiction de droit civil qui est celle du Québec. Et, bon, pour toutes sortes de bonnes ou de moins bonnes raisons, mais surtout des bonnes, à mon avis, il y a eu une résistance par rapport à la doctrine des accommodements religieux. Alors, je dirais que pour moi, c'est ça les trois ingrédients là, qui font que depuis le début des années 2000, là, il y a un débat pour la laïcité qui est assez fort au Québec. Mm-hmm. Moi, je prendrais un point, je complémenterais ce point de vue-là avec une approche très, très, très pragmatique et contemporaine, puis après ça, peut-être un peu plus large. De manière pragmatique, il ne faut pas se cacher non plus que le gouvernement actuel est en retard dans les sondages, qui est dans une lutte avec le Parti québécois pour se partager un électorat, une tranche de l'électorat, notamment les baby boomers qui sont pas la majorité de l'électorat, mais en termes d'efficacité, ils sortent le vote. Et donc, c'est certain que le gouvernement choisit les projets législatifs qui mettent de l'avant. Donc, il y a plein de projets de loi dont on n'entend presque pas parler, mais celui-ci, on ne se cachera pas qu'il y a quand même une intention stratégique de dire, bon, moi, cette préoccupation-là, une préoccupation réelle, je crois, légitime, d'une certaine classe de l'électorat par rapport à une visibilité nouvelle du fait religieux au Québec, le gouvernement essaye de répondre à cette préoccupation-là. Après ça, je dirais, d'une manière beaucoup plus large, c'est que l'identité québécoise s'est construite autour, ou s'est reconstruite autour d'un mythe fondateur, celui de la Révolution tranquille, qui reprend des termes très théologiques quand même, mais c'est presque un récit biblique, là, dans le sens où nous étions dans la grande noirceur, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et c'est difficile de construire une société sur le principe de séparation ou de rupture avec le passé. Parce que tu es pris à le remettre en scène continuellement. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les mêmes débats si l'immigration religieuse avait été protestante, par exemple, comme invisible, des gens qui n'ont pas de signe religieux ou juifs ou juives. Donc, à quelque part dans l'islam, il y a quelque chose qui rappelle plus facilement le catholicisme pré-révolution tranquille que d'autres types de religions chrétiennes. Et donc, c'est ça. Il y a comme un besoin dans notre récit. On raconte tout le temps les mêmes histoires, mais de mettre en scène ce retour en arrière. Puis le débat sur la laïcité souvent s'articule autour de cet axe-là. Mm-hmm.
C'est intéressant parce que là, vous avez commencé avec 2 femmes. Donc, je c'est impossible de faire fi. Puis là, on a mentionné l'islam à 1 ou 2 reprises déjà. Est-ce que l'égalité homme-femme comme valeur quand même importante là, au Québec est un moteur pour que la laïcité prenne la place là, qu'elle occupe actuellement? Est-ce que c'est Moi, vraiment... pour Oui? moi, effectivement, quand on regarde l'article 2 de la loi sur la laïcité qui définit la laïcité avec 4 principes, donc il y a séparation État-religion, neutralité religieuse de l'État, liberté de conscience, liberté de religion et égalité citoyen-citoyenne. Donc, c'est clair. Et dans mes recherches, moi, une chose que j'ai découvert, c'est lorsque la Cour suprême du Canada importe en droit canadien, puis ensuite en droit québécois, la doctrine des accommodements religieux, ben en fait, elle décide qu'une dame d'une adventiste du 7e jour, si je me souviens bien, a droit à un congé payé parce qu'elle souhaite pratiquer sa religion. Donc, elle peut travailler moins tout en étant payée autant que quelqu'un qui ne pratiquerait pas sa religion. Puis, dans le jugement, on mentionne qu'en fait, la raison pourquoi elle veut moins travailler, c'est pas tant pour sa religion, c'est que son mari souhaite qu'elle travaille moins. Fait qu'on voit tout de suite qu'il y a un enjeu, puis on le sait avec les religions monothéistes, entre autres, il y a un enjeu d'égalité femmes-hommes. Maintenant, il y a des courants progressistes, après ça, il y a 1000 nuances qu'on peut faire pour toutes les religions, mais il y a quand même cet enjeu-là dans les religions monothéistes en général. Puis ça, je pense que ça a beaucoup joué là, dans l'histoire récente du Québec. Moi, je compenserais quand même en disant que, c'est certain que cet enjeu-là d'égalité homme-femme précède la Révolution tranquille. Encore une fois, on a un narratif comme si les femmes étaient toutes enfermées à la maison, forcées de faire des bébés. Et il y a eu des abus, là, on peut pas nier ça, mais je veux dire, cette année, je suis dans un genre de quête de relecture de la littérature québécoise. Puis quand tu lis, je sais pas moi, Maria Chapdelaine, ou tu sens pas, il y a un discours là, d'aliénation, d'auto-aliénation, la vieille rude pour tout le monde. Il y a une collaboration, principalement, il y a une collaboration entre les hommes et les femmes pour simplement survivre dans un territoire hostile, dans un contexte culturel qui est difficile. Et donc, moi, j'irais plus loin que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on appelle, par exemple, la dignité humaine, les droits humains, l'égalité homme-femme, qui sont finalement des reformulations sécularisées de doctrines chrétiennes. Et dans la laïcité, il y a comme une tension, des fois on va dire catho-laïque, mais il y a comme une tension où on essaie de maintenir une culture ou une société qui met en pratique des valeurs chrétiennes, mais sans s'appeler chrétienne. Même le principe de laïcité en soi, cette idée-là que l'État et l'Église ou les religions sont 2 sphères distinctes, trouve ses sources dans les évangiles, quand Jésus dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, à une époque où César est appelé Dieu lui-même, où il y a un culte à l'empereur. Je veux dire, c'est quelque chose de révolutionnaire à l'époque de séparer ces 2 sphères-là. C'est pas la même chose dans l'islam. C'est pas la même chose dans d'autres systèmes religieux. Et donc, pour moi, c'est ça, cette tension-là que je vois. Comme, oui, l'égalité homme-femme, mais d'où vient cette égalité homme-femme, même si elle n'a pas toujours été mise en pratique de manière parfaite? Elle vient d'une conception chrétienne de la dignité humaine. Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme, donc peu importe le sexe de la personne, les gens sont égaux en dignité. Oui, puis une valorisation des rôles de chacun aussi par ailleurs. C'est ça, ouais. Justement. C'est une question qui est peut-être un peu complexe, mais je suis sûre que vous allez être capable de bien la vulgariser. Quel type de laïcité voulons-nous au Québec? Et comment situer ce débat à la lumière des travaux d'intellectuels de chez nous, comme Marc Chevrier ou Thomas de Coninck? Donc, on parle de... Puis là, peut-être vous pourrez nous éclairer sur ce que ça veut dire, mais laïcité libérale, républicaine, conservatrice ou ouverte? En fait, la question s'est posée très concrètement au moment de l'adoption du projet de loi 21, ne serait-ce qu'en termes de communication politique, voire de marketing politique, puis dans le cadre des débats. Donc, on s'est posé cette question. Je dis « on » parce que j'étais conseiller auprès du gouvernement dans ce dossier-là. Puis donc, effectivement, si on consultait la littérature, il y avait laïcité ouverte qui avait été mise de l'avant notamment par Gérard Bouchard. Et finalement, je pense que c'était Guy Rocher qui avait dit laïcité ouverte à quoi? Bien, ouverte au libéralisme, finalement. Donc, c'était une façon de dire que c'était une laïcité libérale. Donc, une libérale au sens de très, très axée sur les droits individuels. Puis là, ensuite, les droits individuels, ça peut s'interpréter de différentes façons.
versus une laïcité plus républicaine. Puis celle-là, on l'aperçoit, il y a différentes façons de l'interpréter, notamment chez Marc Chevrier, mais c'est entre autres de dire ben la laïcité, c'est peut-être une politique publique sur laquelle on peut voter, à propos de laquelle on peut débattre. C'est pas juste des juges qui nous imposent ça, puis c'est des droits fondamentaux absolus, puis bon, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à discuter. Non, comme citoyen, on peut en débattre et tout, puis c'est ensemble qu'on définit le bien commun. Donc, ça peut être un aspect républicain. L'autre aspect, c'est de dire, bon, ben l'école, c'est peut-être un lieu d'émancipation. Donc, la personne, oui, il faut respecter la famille, le droit des parents, mais il y a peut-être aussi un rôle de l'école par rapport à l'émancipation. Donc, il y a différents aspects qui font que la laïcité au Québec, puis le premier chapitre de mon livre, Loi sur la laïcité de l'État, annoté et commenté là-dessus, c'est une laïcité, à mon sens, qui est à la fois un peu républicaine, parce que justement, on insiste sur l'école, on pense que le législateur a un rôle à jouer, qu'on peut en débattre en démocratie, que c'est pas un truc droits fondamentaux, donc on n'a rien à dire, puis les juges nous imposent ça, donc on peut en débattre au Québec. Mais en même temps, quand on regarde la loi, ben, un des principes, c'est la liberté de conscience, liberté de religion. Toutes les interdictions dans la loi qui font tant couler d'encre, en fait, sont liées à un droit des services publics laïcs. Si vous regardez l'article 4, alinéa 2, on dit on a le droit des services publics laïcs dans la mesure prévue par la présente loi. Donc, l'idée, c'est que vous allez chercher votre permis de conduire. Si le fonctionnaire est là et qu'il a le visage couvert pour des raisons religieuses, puis vous n'avez pas le choix de faire affaire avec, parce que c'est un monopole d'État, on ne respecte pas votre droit des services publics laïcs. Donc, on est dans une logique de droit individuel, donc de libéralisme, même s'il y a une place pour les droits individuels dans la tradition républicaine aussi. Donc, l'analyse que j'ai faite en termes de philosophie, c'est vraiment de dire que c'est une loi qui pige dans ces deux grandes traditions, qui sont finalement les deux grandes traditions actuellement, je pense les plus influentes en Occident, la tradition libérale, la tradition républicaine. Mais très concrètement, pour revenir à mon propos introductif, au moment du projet de loi, on décide de dire, on va appeler ça tout simplement une laïcité québécoise. OK. Donc, ce qui est plus consensuel, ce qui est moins télo. C'est un peu tautologique, parce que la laïcité québécoise va être ce que les Québécois font comme laïcité. Exactement. Mais en même temps, ça renvoie à la spécificité. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement une laïcité canadienne, c'est pas nécessairement une laïcité française. Donc, il y a ça, je pense, dans le sous-texte. C'est aussi une laïcité qui est fondée historiquement. Après, évidemment, l'histoire peut être sujet à différentes interprétations. Mais je pense que c'est un petit peu ça que ça voulait dire. Ouais, c'est là, je pense qu'on a un plus grand point de divergence, un différent. C'est intéressant parce que dans les audiences sur le projet de loi 9, sur l'expansion de la laïcité, tant les groupes libéraux que les groupes religieux, que les mouvements laïques, tout le monde est d'accord sur le principe de laïcité. Puis quand on lit le projet de loi 21, là, où la loi sur la laïcité de l'État, ces principes qu'il a nommés, tout le monde est d'accord là-dessus. Séparation de l'Église et de l'État, neutralité religieuse, égalité, liberté de conscience, religion. Après ça, il y a une question de comment est-ce qu'on définit ces choses-là, puis quels accents vont être mis. Puis la critique, on ne se cachera pas, là, je suis dans un groupe religieux, moi-même étant protestant francophone. La critique, c'est vraiment au niveau des détails et des emphases. Mais quand même, un des différends qu'on a, c'est que on a l'impression quand même que dans la réflexion qui a eu lieu, ou en tout cas dans les gens les plus influents dans la réflexion, on voit qu'il y a un échange entre gens qui ont un arrière-plan religieux similaire, c'est-à-dire viennent d'une culture, la culture dominante, d'arrière-plan catholique, non pratiquant, et qui conçoivent la religion puis le rapport Église et État à l'intérieur d'un cadre catholique ou post-catholique, disons-le. Par exemple, les sociétés post-catholiques sont particulièrement préoccupées par l'influence ou l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État. Le ministre Jolin Barrette, lors des débats sur l'adoption de la loi 21, va dire « Ah, la laïcité, ça va créer comme une muraille de Chine entre l'État et les religions. » Puisqu'on regarde l'état des églises aujourd'hui, puis l'état de l'organisation des groupes religieux, moi étant dans un groupe religieux, je me disais, il faut vraiment se sentir insécure pour bâtir une muraille de Chine pour se protéger de nous, là. Dans les sociétés protestantes, c'est souvent l'inverse. La préoccupation principale, c'est sur l'ingérence de l'État sur les communautés religieuses, puis en partie l'imposition sur la conscience des individus. C'est pour ça que les sociétés protestantes ont été les premières à établir des régimes laïques. Je veux dire, le Québec n'a pas inventé la laïcité. Le premier État moderne qui dans sa constitution, établit la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'État du Rhode Island, une colonie fondée par des
par des baptistes qu'on appelait non-conformistes à l'école, qui avaient été persécutés par des puritains du Massachusetts. Donc, tu sais, ça, c'est une des emphases, je crois, le gros point de divergence. Donc, une emphase post-catholique ou post-protestante. Je pense que ça prend un équilibre entre les deux. Puis des fois, la loi est aveugle aux manières dont l'État peut imposer des dogmes sécularisés à des citoyens qui ne partagent pas les mêmes convictions. L'autre point, puis encore une fois, c'est propre à la trajectoire historique du Québec, c'est elle est où la laïcité de l'État et la laïcité de la société civile? Puis là, c'est comme on a l'impression qu'il y a un désaccord sur la frontière entre qu'est-ce qui constitue l'État formellement. Je pense que Bouchard-Taylor puis la loi 21 étaient quand même assez prudent là-dessus en disant bon, c'est l'État et principalement l'État symbolisé dans son pouvoir coercitif où là, c'est très important dans les symboles d'afficher une pleine neutralité. Mais là, avec le projet de loi 9, ben, l'État, c'est à peu près n'importe quelle institution qui reçoit des subventions de l'État. Dans les faits, là, les CPE, les écoles privées, les écoles privées religieuses. On se souvient quand il y a eu le cas de Bedford, où le droit des parents à envoyer leurs enfants dans une institution laïque a été bafoué dans une école publique sous la responsabilité de l'État. Première réaction à l'Assemblée nationale, c'est on va couper les subventions aux écoles privées religieuses. C'est quoi le rapport? Je veux dire, il y a des espaces dans la société civile qui n'appartiennent pas à l'État. Et, dans le fond, je suis là-dessus. La neutralité, la laïcité de l'État, ça s'articule comment? Bon, neutralité, séparation, mais la laïcité de la société civile, oui, il y a une laïcité de la société civile, mais elle ne s'articule pas de la même façon. C'est une laïcité de pluralisme, où l'État, il n'est pas un joueur, il est un arbitre. Fait que c'est là où il peut y avoir des différends. On peut critiquer les religions des autres, on peut critiquer les dogmes des autres, on peut promouvoir sa religion, puis l'État est juste là pour s'assurer qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'intimidation. Le débat d'idées se fait à l'intérieur d'un cadre d'ordre public, mais l'État n'intervient pas dans le débat d'idées. Et c'est pas ce qu'on a en ce moment, j'ai l'impression. Deux choses en réponse à ça. D'abord, sur l'influence prépondérante, si j'ai bien compris le propos, des Québécois, disons, catholiques non pratiquants ou, disons, au passé catholique. Moi, j'apporterais une grosse nuance à ça parce que, pour l'avoir vécu de l'intérieur, autant au moment du projet de loi 21 que par la suite, les contestations, projet de loi 9, le rapport avec le comité que j'ai coprésidé, je vous le garantis que les Québécois de confession musulmane ont été extrêmement influents et des deux côtés. C'est-à-dire ceux qui critiquent la loi, c'est clair qu'il y a beaucoup de conseils canadiens des musulmans et tout. Puis ceux qui font la promotion de la loi, qui sont pour l'interdiction du port de signes religieux, pour l'interdiction du visage couvert, il y a beaucoup de nos concitoyens de religion musulmane. Mais je vous jure que si c'était pas de eux, si c'était pas des Nadia El Mabrouk, des Ansa Faidar, des Jamila Benhabib, on n'aurait pas de loi sur la laïcité, j'en suis convaincu. Si c'était juste les gens de vieille souche catho, là, on se serait fait traiter tout et non. Puis un moment donné, on aurait fini par tellement être écœuré de se faire traiter d'islamophobe qu'on aurait abandonné. Puis là, c'est parce qu'on avait des compatriotes de confession musulmane, ou du moins de culture musulmane, qui étaient avec nous, puis étaient les premiers au front, puis le cas échéant, quand il y avait des atteintes à la laïcité, les premières victimes, c'est pour ces gens-là qu'on s'est battu. Moi, mais la plupart de des clients du mouvement laïque, là, c'était eux autres. Au départ, quand on a intervenu dans le procès, c'était au nom du mouvement laïque et d'un individu de confession musulmane, d'origine algérienne. La trois quarts de nos témoins, c'était des gens de confession musulmane. Donc ça, c'est vraiment important. Si on ne saisit pas ça, on passe à côté d'une part importante du débat. Donc, premier élément. Deuxième... Est-ce que je peux avoir la suite? C'est comme vous préférez. Là. Mais après ça, je vais revenir sur l'espace puis là-dessus, public, je ne dis pas que les groupes religieux n'ont pas eu leur mot à dire. Là. Il y a le processus démocratique de consultation, mais je veux dire, dans le cabinet du ministre, les commissaires, je veux dire, avec tout le respect, dans le sens où vous avez représenté le mouvement laïque québécois dans la cause Saguenay, Madame... Mais sauf erreur, on ne connaît pas ni ma religion, ni celle de Non, Pelcha, je sais pas, je ne présumerai pas, OK, mais Madame Pelcha a été pour PDF Québec. Je veux dire, on a le prix Guy Rocher, la laïcité, qui reçoit le premier prix, le mouvement laïque québécois, le deuxième PDF Québec. Fait que c'est comme si le gouvernement fédéral faisait comme une commission sur la laïcité, puis nommait Amira El Garawabi, puis... mais Bouchard-Taylor, c'était pareil. C'était Taylor qui est protestant, sauf erreur. Il est catholique. Il est catholique, mais il est proche d'un lobby protestant. Là, Taylor est très catholique.
Ouais, mais il est proche du. Bon, le nom m'échappe, là, mais d'un institut donc protestant de Ouais. mémoire. Mais sinon, les deux Ouais. sont très pluralistes, multiculturalistes. Là. Oh, T'sais, oui, mais fait que, justement, fait, est-ce qu'on corrige ce déséquilibre-là de la même façon? Tu sais, ça aurait été intéressant, un rapport Rousseau, je sais pas, Monseigneur McClure. Lépine ou quelque chose. Ouais. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. La commission Parent était composée de Monseigneur Parent et Guy Rocher. Mais là, c'est comme, on dirait qu'il y a quand même eu, dans la recette initiale, peut-être un vice de conception. Qui fait en sorte, je pense qu'il y a quand même eu un travail d'écoute, il y a quand même eu un travail de consultation au niveau du PL9, mais c'est sûr que du point de vue des communautés religieuses, ça donne quand même l'impression que l'État n'est pas neutre dans son propre processus de définition de la loi qui va encadrer la neutralité de l'État. En tout cas, je peux vous dire qu'il y avait des différences entre moi et Maître Pelcha, même Oui. s'il n'y a pas eu de dissidence à la fin. On le voit dans le rapport. Ouais, je pense que Quand on étudie la théologie, là, on voit comment les documents se composent, là, puis il y avait des petits signes quand même. Ouais. Puis sinon, ben, tu sais, c'est ça. Je pense que s'il y avait eu deux personnes un peu opposées, il y aurait eu deux rapports, comme en tout cas, ou un rapport dissident, un minoritaire, ce qui présente d'autres. Mais sinon, ça, c'est sûr que nous, on était très, très ouverts. Puis, tu sais, au début, on s'est posé la question, là. Tu sais, puisque le mandat était de renforcer la loi sur la laïcité, on aurait pu dire, bon, ben, tous ceux qui ne proposent pas de la renforcer, qui proposent même de l'amoindrir, c'est juste sans objet, on le prend en dépôt en mémoire, mais on ne le considère pas. On aurait très bien pu faire ce choix-là, puis se baser sur le mandat du gouvernement. On a dit non, on va citer tout le monde. Puis à la fin, il y a des propositions qui viennent soit de groupes religieux, soit d'experts qui sont comme Solange Lefebvre, qui était une experte d'un groupe opposé à la loi sur la c'est laïcité. peut-être la seule proposition pro-religieuse, celle d'enlever les référendums autour Ouais, des c'est universités, qui n'a pas été retenue. Sur les Voilà. 30 recommandations. Après ça, il faut que vous poursuivez votre lobbying. Mais donc, non, mais il y en a plusieurs qui sont ni pour ni contre les religions, là, qui sont bonnes pour tout le monde, à mon sens. Mais effectivement, donc après ça, on peut critiquer, mais pour vrai, c'était très ouvert. Mais sinon, je veux revenir à ce que disait plutôt Jean-Christophe concernant une laïcité qui peut-être va au-delà de l'État. Je pense qu'il faut faire vraiment la distinction entre trois sphères. Des fois, on dit deux, public, privé. C'est plus compliqué que ça. Ouais. La sphère étatique, pour moi, c'est clair, séparation de l'État et des religions. Il n'y a pas de débat. La sphère privée, la famille, les lieux de culte, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est la liberté individuelle, donc on peut pratiquer sa religion. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'espace public non étatique, puis des fois, ça peut être para-étatique, pour rendre ça encore plus compliqué. Puis là, c'est pas simple de dire juste l'État n'a rien à faire. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a le freedom of religion puis il y a le freedom from religion. Donc, on a le droit de pratiquer sa religion, mais on a le droit d'être un petit peu aussi à l'abri un petit peu du moins du prosélytisme, des formes plus intenses. Mais je de ne crois pratiques pas ça. De religieuses. quelle manière est-ce qu'on a le droit, dans l'espace public, d'être à l'abri du prosélytisme? Je veux dire, quand la Cour a décidé là, dans l'affaire de, c'est quoi, Témoins de Jéhovah contre Blainville ou Boisbriand, je mélange tout le temps les deux, la Ville empêchait les Témoins de Jéhovah de faire du porte-à-porte. La Cour, ce qu'elle avait déterminé, c'est que c'est pas simplement le droit des Témoins de Jéhovah à faire du prosélytisme, un droit qui est reconnu dans le pacte sur les droits civiques de l'ONU, là, que en tout cas, je rebaptise là, accidentellement. C'était que ça causait un préjudice aux citoyens de cette municipalité-là de ne pas pouvoir prendre pleinement part au débat d'idées. Pour moi, le droit à ne pas être exposé ou rendu inconfortable par la religion de l'autre, il n'existe pas, même au contraire, une société vraiment démocratique, vraiment pluraliste, présuppose que tu n'auras pas le même niveau de confort quand tu sors de ta famille ou ton lieu de culte quand tu arrives dans l'espace public. Puis le problème, c'est que j'ai l'impression, dans le débat, même souvent, on dit, quand la ministre Proulx, par exemple, a fait annuler un événement au Centre des congrès de Québec parce que le groupe était pro-vie, de dire, je suis pas à l'aise avec ça. Quand le ministre Robert dit, je suis pas à l'aise avec ça, ben, t'as pas à être à l'aise dans l'espace public. Moi, il y a des choses comme personne religieuse qui me choquent ou qui me préoccupent dans l'espace public. Puis je sais que j'ai des croyances ou des pratiques qui peuvent choquer d'autres citoyens dans l'espace public. C'est là où il y a où le droit à ne pas être
Mais ça existe, le freedom from religion. Ouais, mais c'est pas moi qui l'invente, non, mais c'est pas moi qui l'invente tu pour peux les pas fins de... l'imposer. Tu peux pas empêcher Ben, quelqu'un de se convertir, par Ben, exemple. non, mais tu sais, je veux dire, pour reprendre l'exemple des témoins de Jéhovah qui font du porte-à-fort, il y a des limites. Là. Tu peux pas faire ça à 5 h du matin. Tu peux pas. Là, après ça, tout est dans. À quelle heure on commence? Est-ce Ah, que c'est à enfin. huit? Oui, Est-ce que mais c'est ça, à c'est neuf? des Tu sais, limites d'ordre public. C'est pas des Ouais, limites de mais freedom from religion. ben Dans non, le sens, mais dans le sens. un peu aussi, tu sais, on pourrait le justifier par d'autres motifs, là, mais tu sais, c'est clairement, tu sais, il y a des limites à dire, ben moi, je me mets au milieu de la rue puis je fais la promotion de la religion. Non, il y a, Ben, il y a- il y a au niveau de d'autres. l'ordre public, L'espace public ne sert pas seulement à l'expression religieuse. Il y en a des fois, il y a d'autres J'en conviens. finalités Il y a plus d'autres importantes, le transport, la sécurité. Mais personne ne remet ça en euh, question. Comme l'idée de tout le débat sur les prières de rue. Je veux dire, tu ne peux pas bloquer. Je peux pas utiliser ma liberté de religion. La liberté de religion, et toutes les libertés sont encadrées par des impératifs d'ordre public. Là, bon, maintenant, certains manifestants font des manifestations puis se promènent seins nus avec des messages pour l'environnement. D'autres vont faire des prières. Après ça, c'est comme ça devient compliqué de dire, ah ben, telle forme de manifestation est licite, telle autre forme est illicite. Personnellement, je ne pense pas que ce soit tant la liberté de religion qui permette à ces gens-là de bloquer la rue que la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement. Je veux dire, même la Cour a évoqué, je me souviens bien, là, les lois anti-manifestation qu'on avait faites là, au cours du Oui, effectivement, avec Donc, le masque. Mais ça, c'est un bon exemple. Ça, c'était le cas du masque. Donc, moi, je pense que ce serait légitime de dire, ben il y a peut-être certains endroits, ça peut être l'espace étatique, mais ça peut être aussi plus large que ça pour l'interdiction du visage couvert. Moi, non, l'argument mais tu sais quoi là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Ben là, ça contredit parce que ça, c'est du freedom from religion. En quelque part, bon, c'est aussi Non, la non, dignité non, humaine, non, c'est non, la- c'est- c'est l'égalité homme-femme. Il y a c'est toujours, ça, toujours c'est multifactoriel les motifs d'une interdiction, mais clairement, c'est aussi du freedom of religion. C'est le fameux fait d'être mal à l'aise. Tu disais, c'est pas un argument, je suis mal à l'aise avec la religion. Oui, c'est un argument que je suis mal à l'aise avec quelqu'un qui, pour des raisons religieuses, se couvre complètement le visage. C'est un bon argument. Il y en a d'autres. Ouais, égalité mais homme-femme, ça veut dignité, dire que mais c'est tu- clairement tu- un bon argument. Mais ça veut dire que Puis dans l'affaire vous- aussi, mouvement laïque, c'est un argument. Quand on dit je veux pas de prière au conseil de ville, ça a été jugé par la Cour suprême. Ben oui, la personne athée qui est pas à l'aise de la prière au conseil de ville. Là, je comprends que c'est plus étatique et non pas public ouais, plus large. exactement. Mais c'est le même argument. C'est l'argument du malaise. Donc c'est le freedom from religion. C'est aussi le droit à l'égalité, c'est autre chose. C'est toujours multifactoriel. L'affaire de la prière de l'affaire Saguenay, que je concède que vous êtes plus familier avec l'affaire que moi. Quand même, c'est à l'intérieur d'un conseil de ville, à l'intérieur d'une réunion municipale, à l'intérieur d'un contexte où les citoyens y ont accès, où les gens ont besoin d'être là. Donc, il y a une imposition. Tu es un peu comme emprisonné d'une certaine façon. Tu es dans une institution Ben. civique qui doit être neutre. Et là, il y a une imposition. Et oui, tu dois être libre Mais- d'une imposition religieuse à l'intérieur d'une institution étatique. Mais que avec- quelqu'un distribue des tracts dans un parc, Ouais, non, effectivement, on peut j'ai faire pas la à être distinction, libéré mais de ça. Fait que c'est là où moi, Ouais. ce que je dis, cette idée-là de le justifier par le malaise. OK, bon, ben imaginez que vous avez un parti islamique québécois ou un parti évangélique québécois, puis qu'après ça, c'est les personnes au pouvoir qui, selon leur aise ou leur malaise, décident qu'est-ce qui constitue les valeurs québécoises, qu'est-ce qui constitue ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Je veux dire, encore une fois, si le système laïque fonctionne seulement à l'intérieur d'une société post-chrétienne ou post-catholique, on n'a pas vraiment la laïcité. dans quel sens? Dans le sens où, Oui. en ce moment, dans le fond, l'idée, c'est que le système laïque devrait être assez robuste pour que si, mettons, un groupe religieux ou un groupe idéologique venait à être 95% de la population québécoise. C'est pas ce que je suis en train de dire, là, c'est un exercice de pensée, que le 5% minoritaire n'en ressentirait pas d'influence sur ses services étatiques et ses services publics. Mais là, cette idée-là de l'aise et du malaise, ben, dans le fond, ouvre la porte, d'une certaine façon, à ce que l'idéologie dominante ou la religion devienne de facto religion d'État. En même temps, bon, je sais qu'on s'en va dans cette question-là. La laïcité, c'est un idéal. On comprend que n'importe quel gouvernement doit opérer à partir d'une conception de la vie bonne, du bien commun. Puis, ce qui est un peu ironique, c'est que si on s'empêche de faire quelques propositions sur le bien commun, ben là, par défaut, on devient ultra-libéral où chacun définit c'est quoi son bien, puis il n'y a pas de projet de société. Mais c'est là où j'ai l'impression que la laïcité arrive à sa limite là, ou à sa tension. Puis c'est là où une
plus grande participation peut-être des communautés religieuses, des Québécois religieux aurait été balancée peut-être davantage. Là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les groupes religieux peuvent déposer les mémoires, peuvent participer aux commissions parlementaires, peuvent intervenir devant les tribunaux. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a d'obstacles particuliers pour les groupes religieux. Il y a quand même un obstacle pour qu'ils aillent devant les tribunaux. Là. Ben, Dans ils la sont loi. pleins. Dans la loi. Non, ben, on va avoir acte, là, mais je veux dire, même le design de la loi fait en sorte qu'il y a une limitation Dans quel sens? dans le sens de la clause non-obstant. Là. Ah, mais ça vise pas les groupes religieux, tu sais. Un groupe non religieux, un groupe d'athées qui serait contre le droit acquis au port du signe religieux c'est pas plus affecté qu'un groupe religieux. Si on peut clarifier. Oui, clarifier. Oui, parce bon, que... dans la... Ben, allez-y donc, expliquez la clause non-obstant. Non, donc la clause d'obstant, c'est juste, on dit, bon, ben, il y a une loi qui a été décidée, la loi sur la laïcité, puis on juge que c'est aux élus de décider des rapports entre le religieux et l'État. Donc, on met une disposition qui protège la loi contre un certain nombre de contestations constitutionnelles. Donc, à mon sens, évidemment, ça empêche ça rend plus difficile la contestation par des groupes religieux. Ça ne l'empêche pas puisqu'on est rendu en Cour suprême. Mais par ailleurs, il y a d'autres aspects de la loi qui sont contestés par des groupes pro-laïcité, par des groupes athées ou quoi. Ben, eux aussi sont bloqués dans leur... Donc, très concrètement, l'interdiction du port de signes religieux, c'est plus difficile de la contester pour les religieux. Mais la permission du port de signes religieux par droits acquis, c'est plus difficile de la contester par les groupes d'athées ou de pro-laïcité. Donc, c'est pas la disposition de souveraineté parlementaire n'est pas pro-religion ou contre, elle est pro-souveraineté du Parlement, pro-démocratie. On a quand même déjà pas mal mentionné le rapport Pelchat-Rousseau et ses suites. Est-ce qu'il y aurait des choses à spécifier, dans le fond, sur quelles étaient les principales recommandations et oui, peut-être aussi quelles étaient les principales critiques formulées par les différentes instances religieuses? Donc, on en a mentionné quelques-unes, mais si on peut compléter. Il y avait plusieurs choses. D'abord, c'est comme un bilan. Puis le bilan, c'est plutôt positif. Donc, l'interdiction du port de signes religieux, tout ça, ça se passe plutôt bien, alors qu'à l'origine, il y en avait qui avaient prédit des catastrophes et tout dans la mise en œuvre. Donc, ça va plutôt bien. Ensuite, c'est les principes, les fameux 4 principes dont on parlait tantôt. On disait, tout le monde est d'accord, mais finalement, c'est dans ce que ça veut dire. C'est justement, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Les gens, sur le terrain, quand ils veulent donner une subvention à une municipalité pour peut-être quelque chose qui a rapport avec un lieu de culte, mais pas complètement, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc là, on avait appelé à définir les principes. Ça n'a pas été retenu par le projet de loi. Sinon, on avait beaucoup une optique qui était de donner des droits. Donc, on pense que le focus a trop été mis sur les interdictions, alors que les interdictions sautent au service du droit des services publics laïques. Donc, on pense que ça devrait être mis de l'avant, qu'il devrait y avoir des recours. Quand il y a des atteintes à la laïcité, on pense même qu'il devrait y avoir un droit pour les enfants fréquentant des institutions de l'État d'être protégés contre les pressions religieuses, un droit pour les travailleurs de l'État d'œuvrer dans un environnement neutre sur le plan religieux. Donc, on veut ajouter des droits. Ça non plus, ça n'a pas été retenu. Ce qui a été retenu, par contre, c'est tout l'encadrement des accommodements religieux. Ça, des fois, ça va beaucoup trop loin. C'est très lourd dans certains. Il y a beaucoup de gens qui prennent congé en même temps parce que beaucoup de gens de la même confession veulent le même jour de congé. Ça diminue la qualité des services publics. Ça, pour nous, ça va beaucoup trop loin. Donc, on propose, c'est un peu technique, je peux aller dans les détails si vous voulez, là, mais on propose de revoir le fardeau de preuve pour que ce soit plus facile de refuser une demande d'accommodement religieux. Et ça, c'est dans le projet de loi 9. Et pour moi, c'est une avancée. Et mettre fin aux accommodements religieux qui sont contraires à l'égalité homme-femme. Le fameux cas de la SAQ où on dit, si vous voulez avoir un examen de conduite par un homme alors que c'est une femme qui vient pour vous faire passer l'examen, vous avez, semble-t-il, ce droit-là, selon la Commission des droits, à une certaine époque. On veut mettre ça un terme à ça de manière officielle. Et c'est dans le projet de loi 9. Puis, donc, puis là-dessus, moi, je suis déçu qu'il y a certaines des propositions qui ont été proposées qui n'étaient pas là. L'idée de droit à des services laïques, les droits de droits individuels, puis des recours, pour moi, c'est utile. Un des déséquilibres, justement, au niveau de la loi 21, quand on reprend l'approche plus protestante, c'est comment est-ce qu'on protège les individus d'un État qui ne met pas en pratique la laïcité. L'affaire Bedford, c'est le cas d'un État qui, pour des raisons internes propres à l'État, griefs, structure syndicale, gouvernance,
n'a pas rempli son devoir d'offrir des services laïques à des étudiants laïques. Fait en ce moment, le cadre laïque, c'est un peu, en l'absence de recours, c'est l'approche Trust me bro. Là, c'est comme, c'est moi l'État, c'est moi qui dispose d'un budget extraordinaire, d'une fonction publique extraordinaire, là, qui a un rapport de force démesuré, mais moi, je vais m'auto-réguler dans ma neutralité religieuse, faites-moi confiance. Ça, je pense que ces propositions-là venaient apporter un certain équilibre. Malheureusement, elles n'ont pas été retenues. Certaines propositions allaient vraiment loin, là, auraient mené à la fermeture, je pense, de la majorité des lieux de culte, notamment sur les exemptions fiscales, à cause d'une compréhension, moi, je trouve erronée de la neutralité religieuse. Là. La neutralité, c'est ni la taxation ni la subvention. Donc, les exemptions fiscales procède de ce genre de structure-là. Là. Si l'État veut encourager quelque chose, il le subventionne. S'il veut réduire la consommation, ben, il met une taxe carbone. S'il est neutre, il ne devrait pas y toucher. Puis je ne suis pas de ceux qui croient que par défaut, 100% des revenus des citoyens appartiennent à l'État, puis l'argent qui nous reste est une grâce à laquelle il faut être reconnaissant. Là-dessus, dans le rapport, ce qu'on disait, c'est que bon, il y a une position de principe pour ne pas subventionner les religions avec l'argent public. Puis là, ensuite, on est conscient que historiquement, il y a toutes sortes d'arrangements qui ont été là, puis que si on les enlevait demain matin, ça poserait d'immenses défis. Fait qu'on dit qu'il faut le faire progressivement, après des études, après un dialogue avec les groupes religieux, donc qui est une ligne qu'on a probablement repris de votre mémoire. Donc, on est vraiment dans le... Puis moi, je pense qu'il existe des solutions alternatives. Je pense qu'on pourrait dire, par exemple, certains lieux de culte, bon, ben, peut-être qu'il y aurait moins de subventions, voire plus de subventions ou d'avantages fiscaux, mais est-ce qu'on peut pas leur permettre de faire plus d'activités commerciales, par exemple? Là, je comprends qu'il peut y avoir des enjeux théologiques dans certains cas, mais donc, il y a peut-être d'autres alternatives autres que juste les exemptions fiscales. Donc, il y a peut-être moyen de réinventer ces lieux de culte-là, leur modèle d'affaires, si vous me permettez d'employer cette expression-là. Alors, mais ça demande du temps, ça demande des études scientifiques, ça demande des expertises, ça demande des débats et tout. Fait que c'est pour ça qu'on dit progressivement, dans le dialogue, avec des études d'impact, des expertises et tout, pour se diriger dans ce sens-là. Ouais, Mais qu'est-ce qui a été retenu au final? Là-dessus, il n'y a pas grand-chose, sauf pour les écoles. Pour les écoles privées privées. subventionnées, qui, au moment de la commission parents, il y avait cette idée-là que l'État a un devoir d'assurer une éducation suffisante, une éducation de qualité à tous les citoyens, mais ce n'est pas à l'État de pourvoir à chacun de ces services-là. Là, maintenant, c'est tout un gros débat sur la question de la Révolution tranquille qui, d'après moi, est beaucoup plus... En tout cas, les faits correspondent beaucoup plus à une nationalisation des ministères de l'Église catholique qu'à une libération, une émancipation du pouvoir de l'Église. Là. Puis même quand on regarde les débats à l'intérieur du catholicisme dans les années 40-50, c'est l'Église qui est comme, écoute, la santé, l'éducation, ça commence à être un peu gros, puis peut-être qu'à un moment donné, on sera plus capable de le tenir. Donc, mais ça ne voulait pas dire que tout service public est géré et opéré par l'État. En ce moment, au Québec, on est dans une situation où même les organismes communautaires, je pense que la moyenne, c'est 80% du financement vient des divers paliers de gouvernement. Donc, si on étend la laïcité à ces institutions-là, on n'a plus de société civile indépendante de l'État. Mais pour revenir à la question du rapport, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être aussi une technique d'avocat, c'est-à-dire on demande des choses, on fait des demandes très agressives pour qu'après ça, le gouvernement ait l'air un peu plus modéré quand il dit « Ah, mais tu sais, il y a du monde qui voulait qu'on aille plus loin. » En fait, c'est la ligne du ministre maintenant. Il y a du monde qui voulait qu'on aille plus loin, il y a du monde qui voulait qu'on aille moins loin. Donc, on est modéré parce qu'on n'est pas allé aussi loin que le rapport Pelcha-Rousseau, mais certaines des propositions, justement, sur les enjeux fiscaux auraient fait du Québec un des endroits les plus restrictifs pour opérer des institutions religieuses, des institutions qui sont indépendantes de l'État dans le monde. Je veux dire, ça, c'est indéniable. Mais pour avoir été dans le milieu municipal, je pense que les municipalités voient ça comme une occasion parce qu'elles manquent d'argent cruellement. Donc, c'est sûr qu'il y avait probablement cet enjeu-là, ces pressions-là qui venaient du milieu municipal. L'union municipale. D'ailleurs, un des facteurs, des fois, qui est sous-estimé par les groupes religieux, c'est que lorsqu'ils demandent une modification au règlement de zonage pour pouvoir, parce que les lieux de culte ne sont pas permis partout, donc souvent, un groupe religieux qui veut construire un lieu de culte doit demander une modification au zonage. Et là, souvent, les villes refusent. Mais pourquoi? Mais parce que si on le modifie en lieu de culte, il ne paiera plus de taxes. Puis là, c'est les autres citoyens qui vont devoir payer les taxes. Fait que là, on met les lieux de culte en banlieue perdus dans un champ, alors que le besoin est davantage en ville. Donc, si on
lève les exemptions fiscales progressivement, etc., ça va encourager les municipalités à En permettre des même lieux de temps, culte. on a plein de lieux de culte qui vont servir à Ouais. plus Fait que rien. Ici, il y ce en a dont je plusieurs parle, c'est en plutôt vente. des Donc, oui, c'est minorités, ça. parce que pour les Ça, catholiques, là, c'est ça, là, les catholiques ont leurs enjeux, ouais, d'autres groupes religieux plus minoritaires ont d'autres enjeux qui C'est ressemblent à ça, ceux que je c'est viens ça. d'évoquer, là. Et c'est c'est là où complexe. une application est égale mur à mur. Ben, quand tu as un groupe religieux qui a reçu la plupart de ses bâtiments financés par l'État connectait la dîme pour l'Église catholique, puis qui sont en décroissance, puis sont avec un surplus immobilier, puis tu as d'autres groupes qui sont pas capables de se réunir parce que la ville dit ah ben je vais perdre des revenus fiscaux si je dézone ça pour un lieu de culte. L'idée de la séparation, puis ça, c'est un principe fondamental en Occident, l'idée de la séparation de l'Église et de l'État, c'est que c'est sain dans une société d'avoir des institutions qui sont indépendantes de l'État. Puis je tiens à rappeler, c'est pas tous les autres citoyens qui déboursent pour les gens qui font leur culte. Je veux dire, les Québécois qui pratiquent un culte sont Québécois à part entière. Puis si pour eux, la pratique du culte qui vient avec un ensemble de bénéfices. Là. Nous, on a une étude chez Cardus qui démontre que juste les retombées fiscales, économiques, directes et indirectes sont 10 fois supérieures à l'exemption qui est accordée. Puis ça, c'est sans compter les impacts sur, je veux dire, le taux de décrochage, le taux de criminalité, toutes ces choses-là de la pratique régulière. Encore une fois, il y a comme ce genre de présupposé-là que nous, les Québécois, la société, on consent à des accommodements à ceux qui sont religieux. Comme si ceux qui sont religieux n'étaient pas tout autant québécois que le reste. Moi, je veux dire, je ne vais pas au musée d'art moderne, puis il y a des institutions civiques auxquelles je ne participe pas, mais je comprends qu'il y a des Québécois qui sont contents qu'on subventionne la danse, puis certains types d'art, puis c'est correct. On est dans une société pluraliste. Pour moi, le culte, c'est vraiment important. Ça apporte un grand plus dans ma vie. Ça apporte un plus dans la vie des gens autour de moi. Donc, pourquoi est-ce que ça serait considéré comme moins légitime que n'importe quelle autre activité qui ne touche pas l'ensemble de la population? Mais moi, j'avoue que je ne sais pas exactement d'où ça vient, ce sentiment-là, que si on fait la promotion de la laïcité, c'est comme si on dit que les religieux les gens pratiquants sont moins québécois. Ben, c'est dans le langage, justement, comme quand que... vous avez dit, genre, les municipalités, en prenant pas ces impôts-là, ben, c'est tous les citoyens qui payent pour ça. Mais c'est comme c'est le même argument, par exemple, pour les écoles privées. Ben, les parents qui envoient leurs enfants dans des écoles privées ou dans des écoles privées religieuses sont des citoyens québécois et des payeurs de taxes. Fait que quand on dit, c'est nos impôts à nous qui payons, mais je pense qui que c'est subventionnons vraiment parce l'enseignement de qu'il la y a juste comme religion. un manque d'argent, fait que ça fait en sorte que... Moi, je suis pas sûre que c'est vraiment contre les pratiques. C'est plus comme une logique de on va grappiller ce qu'on peut parce qu'il y a un manque. Puis peut-être aussi, j'entendais, on dit, sont où les limites de l'État? Mais l'État prend beaucoup de place. Là, c'est sûr que si à définir c'est où l'État s'arrête ou pas, peut-être qu'on a aussi l'enjeu à savoir jusqu'à quel point l'État s'est étendu dans nos vies aussi. Puis c'est là où les municipalités font à la société civile ce que le gouvernement provincial fait aux municipalités, que ce que le gouvernement fédéral fait au gouvernement provincial. À un moment donné, c'est aussi ça. Donc, la règle d'or, hein? Oui, exact. Traite les autres comme tu voudrais qu'on soit traité. Exact. On va changer de sujet puis aller peut-être dans les fondements pré-politiques du droit et de la démocratie. Donc, en se posant la question, une société laïque est-elle réellement possible, au fond? Autrement dit, est-ce qu'une démocratie peut être viable sans socle moral commun? Donc, autrement dit, est-ce que la laïcité, on mise beaucoup là-dessus, mais je pense vous avoir vu le dire, entre autres, que la laïcité n'était peut-être pas suffisante, que c'était peut-être une première étape, mais pour la cohésion, peut-être ça prend plus. Je ne sais pas ce à quoi vous pensiez, mais je vous invite à commenter dans l'ordre qui vous plaît. Moi, je pense que effectivement, pour avoir une cohésion, ça prend des valeurs communes, ça prend une langue commune, une histoire commune, une culture commune, puis avec ça viennent un certain nombre de valeurs communes. Donc ça, je crois à ça. Maintenant, il ne faut pas que ce soit trop exigeant non plus, parce que là, il y a des groupes, notamment religieux ou autres minoritaires, qui peuvent ne pas être à l'aise, mais ça prend un socle commun. Puis je pense qu'on le trouve à travers culture, histoire, langue, qui sont porteuses de valeurs. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Puis là, ensuite, c'est ça, c'est de trouver, il faut que ce soit assez exigeant. Je ne crois pas, par exemple, à une approche rawlsienne de consensus par recoupement, comme si chacun a ses petites valeurs, puis là, comme un peu par l'effet du hasard, on se retrouve sur certaines valeurs, mais qui ne sont pas vraiment communes. C'est juste que chacun, par hasard, arrive là. Je ne suis pas là-dedans, parce que je pense qu'au Québec, contrairement aux États-Unis, parce que la pensée de Rawls est basée sur les États-Unis, où tu as plein de minorités,
au Québec, il y a un groupe, oui, les gens qui ont un passé catholique, plus largement les francophones, qui est démographiquement plus important que les autres. Puis je pense qu'il faut en tenir compte dans l'élaboration des politiques publiques. Donc, si on pense à une laïcité extrêmement peu exigeante, je pense que c'est faire fi de l'histoire du Québec, qui est l'histoire commune des catholiques et des non-catholiques, le fait qu'il y a eu cette influence de l'Église. Donc, il faut en tenir compte quand on pense cette laïcité-là. Il faut aussi tenir compte de sensibilités minoritaires, mais dans cet ordre-là, je dirais. Ouais. Je pourrais complémenter peut-être d'un éclairage théologique. Je veux dire, cette question-là de la laïcité commence à s'imposer en Occident suite à la réforme protestante. Puis les différents pays européens ont eu différentes approches. Dans le fond, on devait dealer soudainement avec une certaine forme de pluralisme religieux. Avant, on était tous catholiques. Là, bon, il y avait une infime minorité juive qui était souvent ghettoisée. Là. Ça, c'était la manière qu'ils avaient géré les minorités religieuses au Moyen Âge, malheureusement. Mais là, on se ramasse avec, par exemple, en France ou en Angleterre, des nations qui sont à moitié catholiques, à moitié protestantes. Bon, en Angleterre et en France, je veux dire, au 16e, 17e siècle, ils ont eu ce qu'on appelle les guerres de religion. Il ne faut pas sous-estimer à quel point elles ont été meurtrières. En Angleterre, on a un roi catholique qui devient anglican, qui est suivi d'une reine catholique, qui est suivi d'une reine protestante. Donc, il y a eu, et à chaque nouveau régime, il y a des têtes qui tombent, il y a des gens qui sont pendus. La France a pris une trajectoire particulière. L'Angleterre a pris une trajectoire de tolérance des minorités religieuses, tandis que la France et la Nouvelle-France a pris une approche plus unitaire. Ça, il faut se souvenir. Donc, quand on parle de... quand j'entends parler de cette histoire commune ou le fait que, comme oui, on est une majorité catholique historique au Québec, oui, c'est une majorité historique qui est fondée sur l'exclusion systématique puis la persécution des minorités religieuses. Je veux dire, la laïcité apparaît en Nouvelle-France, au Québec. En tout cas, c'est le premier principe de séparation d'État et de l'Église. Ils apparaissent à la conquête, ils apparaissent avec l'Acte de Québec, où il y a une certaine forme de tolérance pour les catholiques. Puis on oublie que, je veux dire, la Nouvelle-France, c'est 8 à 10 000 immigrants français. La Nouvelle-Angleterre a connu 8 à 10 000 immigrants français aussi. Là. Il y a autant de Français qui ont immigré dans les 13 colonies qu'en Nouvelle-France. Donc, petite base historique. Là-dessus, je rejette un peu la prémisse. La question de la laïcité, c'est de dire, c'est de faire le pari du pluralisme, puis de rejeter une approche unitaire. Puis je ne pense pas que la laïcité... Je pense que certains, quand ils parlent de laïcité, quand ils écrivent des chroniques dans les journaux, ce qu'ils conçoivent, c'est pas la laïcité comme mode d'organisation politique, de gestion du pluralisme, mais l'imposition d'un humanisme sécularisé, d'un christianisme sécularisé, puis d'un nouveau régime unitaire. Je crois je crois que la laïcité est possible, que c'est une gestion de conception différente du bien, mais sans tomber dans une approche libérale rawlsienne. Je pense qu'on est capable de déterminer ensemble un bien commun. Au Canada, ça a été la paix, l'ordre, le bon gouvernement là, dans l'acte constitutionnel de 1867. Il y a des choses par rapport auxquelles on peut arriver à un consensus, tout en tolérant que sur certaines pratiques ou certaines convictions, il puisse y avoir une diversité. C'est un système qui est instable. Donc, il demande de l'entretien continuel. Un système unitaire, c'est beaucoup plus facile quand tout le monde est pareil, tout le monde pense pareil. Mais en Occident, c'est pas... Fini. Non seulement c'est fini, c'est... Est-ce que ça a vraiment existé? Peut-être la période de la chrétienté, mais je veux dire, ce qui fait de la civilisation occidentale, c'est cette vitalité du débat d'idées, cette vitalité de la compétition. C'est ça qui fait notre identité aussi. Donc, je ne vois pas d'avenir pour une laïcité qui serait unitaire. Je pense que le défi, c'est unité, diversité. Donc, c'était assez facile à dire, c'est plus difficile à mettre en œuvre, mais concrètement, au Québec, je pense que le défi, c'est qu'il faut à la fois avoir le caractère national, le projet national, la défense du français, de la laïcité, notre histoire et tout, puis en même temps, une hypermodernité. En même temps, les libertés individuelles, le développement économique, l'égalité femmes-hommes. Pour moi, le Québec, c'est ça. Ouais. C'est un immense attachement aux racines avec une défense parfois que les anglo-saxons nous trouvent intense, avec le français, avec la laïcité et tout. Puis il faut continuer là-dedans, puis il faut rester fidèle à l'héritage, oui, qui vient de la Nouvelle-France avec ses pardons, mais avec aussi beaucoup de lumière. Puis en même temps, être hyper moderne parce qu'on est en Amérique, parce qu'on veut être hyper prospère. Fait que c'est les deux. Puis des fois, il peut y avoir des tensions, mais je pense que si on a ça comme arrière-plan,
ça peut aider à débattre puis comprendre qu'on est toujours dans cette tension-là, mais qui, à mon sens, est très créatrice. Puis c'est là, je pense qu'on se rejoint, en tout cas, je présume, mais sur cette notion-là du bien commun, puis des droits de la personne. Puis je reviens à Charles de Coninck, là, qui parle de ça, de la primauté du bien commun contre les personnalistes. Puis c'est de dire, hey, les droits individuels, les droits de la personne, la dignité de la personne, c'est quelque chose qui est super important. Puis c'était important de le souligner, surtout avec la montée des totalitarismes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais le plus grand bien de la personne, c'est pas son bien individuel, son bien privé, c'est pas ton plus grand bien, c'est pas le salaire que tu fais, c'est ta participation au bien commun. Puis là, le bien commun, il y a différents biens communs. Il y a des biens communs qui sont locaux, comme le bien commun de la famille, la participation dans la famille, dans les interactions avec tes enfants. Tu as des biens communs comme la vérité. Donc, par définition, ils sont communs. Plus qu'il y a du monde qui participe à la vérité n'est pas diluée. Ce n'est pas un jeu à somme nulle comme l'argent de l'État. Puis, l'institution par excellence de partage du bien commun, c'est la nation. C'est là où, à travers une langue commune, à travers une culture commune, même s'il y a des variations culturelles, on peut discuter ensemble du bien commun puis le trouver d'une manière où on dit oui, les personnes sont importantes, mais on ne peut pas tout le temps subordonner ce bien commun-là aux droits et libertés individuelles. À quelque part, à un moment donné, la société ne tient plus. Puis ça, c'est le paradoxe de Buckenford, là, qui est un juriste allemand, qui dit que dans le libéralisme, des fois, le libéralisme politique va détruire les conditions nécessaires à l'existence même du libéralisme. Et c'est pour ça, moi, je pense, mon conservatisme, j'admets mon conservatisme, c'est cette idée-là qu'il y a beaucoup de choses qui sont précieuses, mais qui sont fragiles et qui demandent l'entretien. Conserver les choses, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait de manière active, ça se fait de manière consensuelle, ça se fait de manière à travers des débats comme celui-ci. Mais on ne peut pas juste s'attendre à ce que nos institutions soient maintenues si on ne les entretient pas. Puisqu'il y a été beaucoup question de constitution récemment, est-ce que vous pensez que la constitution pourrait être l'occasion justement peut-être de concilier toutes ces belles choses entre elles, de les mettre sur papier, et si oui, comment? Oui, ce que je disais à l'instant, donc, c'est-à-dire que le Québec, c'est à la fois un projet national, ancré dans l'histoire, une culture, une langue, puis en même temps, une hyper-modernité, liberté individuelle, égalité femmes-hommes et tout. On retrouve ça, à mon avis, dans le projet de loi. On vise à renforcer ça. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt favorable au projet de constitution. Ensuite, la façon que c'est fait, tel article, tel alinéa, après ça, on peut en débattre, mais sur l'idée de base, de la prémisse de dire une constitution québécoise devrait à la fois refléter le caractère national de l'État, le renforcer, et Dieu sait qu'il a besoin d'être renforcé parce qu'il y a un recul du français. Fait que là, entre autres, en raison des chartes des droits, des libertés individuelles, de certaines interprétations, de certains abus du pouvoir judiciaire, il y a une diminution de la protection du français, il y a un recul du français. Donc, il faut renforcer ça. Puis en même temps, il ne faudrait pas tomber dans un autre extrême. Il faut continuer de protéger les libertés individuelles et tout, notamment l'autonomie aussi de certains organismes et tout. Puis il faut tenir ça. Puis c'est ça le but d'une constitution. Puis j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui critiquent le projet de loi 1, tout l'aspect caractère national, là, ça n'existe pas, ou ça existe, mais ça n'a aucune conséquence. Puis là, ils sont strictement dans ça prend des contre-pouvoirs, ça prend des libertés individuelles et tout, en oubliant complètement qu'une constitution, c'est aussi la consécration du caractère national de l'État, puis c'est particulièrement important au Québec. C'est là où, ironiquement ou paradoxalement, je dirais, il y a beaucoup de points sur lesquels je rejoins M. Rousseau sur cette idée-là du caractère particulier de la nation québécoise, de notre tradition civiliste, de la souveraineté parlementaire, toutes des bonnes choses qui se retrouvent dans le projet de loi de constitution, mais je trouve qu'il y a un vice de conception. Je veux dire, pour moi, il me semble qu'un projet constitutionnel, c'est un projet national. Puis d'avoir un parti politique qui a une super majorité à l'Assemblée nationale, 90 députés, qui dans les prochains sondages devraient en avoir 0. Là, je ne pense pas qu'ils vont finir à 0, mais quand même, pour moi, ça délégitimise le projet constitutionnel dans sa forme actuelle. Puis, je veux dire, un des principes fondamentaux de notre démocratie, c'est le consentement des gouvernés. Et plus une loi est importante, là, on veut faire de la Constitution la loi des lois, mais on peut pas... Là, on se retrouve dans une situation un peu ironique où il serait difficile d'imposer des critères de modification à la loi, à la Constitution, qui sont supérieurs ou plus stricts que ceux qui ont servi à son adoption. Fait que
t'as pas vraiment une constitution si le prochain gouvernement peut renverser cette Avec loi-là d'une seule ouais. signature. Donc, Mhm. pour moi, Effectivement. c'est Mais ça la faiblesse. Dans le contenu, dans l'intention, on pourrait discuter, mais généralement, Mais là-dessus, moi, ma critique, c'est de dire, c'est comme si, quand on parle de Constitution québécoise, c'est comme si les gens pensent Constitution canadienne, puis là, ils copie-collent le modèle. Donc, dans la Constitution canadienne, il y a effectivement une formule d'amendement rigide. Donc, c'est très difficile de la modifier, sauf, bon, dans certains cas, il faut des autres provinces, le fédéral, fait que c'est compliqué. Puis là, au Québec, comme on s'imagine que ce serait aussi compliqué, donc, ou que idéalement, si on veut une Constitution québécoise, il faut qu'elle soit sur le modèle canadien, donc compliqué à modifier, alors qu'une des raisons pourquoi c'est compliqué à modifier la Constitution canadienne, c'est parce que c'est la Constitution d'une fédération, ce qui n'est pas le cas de la Constitution du Québec. Donc là, on se retrouve avec une espèce de logique canadienne quand on réfléchit au cas du Québec. Puis là, si effectivement on veut rendre difficile la modification de la Constitution, bien là, il faut effectivement un processus complexe pour l'adopter. Là, effectivement, si on dit la prochaine Assemblée nationale, pour la modifier, ça sera aux 2 tiers, il faudrait pour bien avoir le 2 tiers pour l'adopter. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de formule d'amendement rigide dans le projet de loi actuel. Donc, il faut comprendre que c'est pas comme un 1982 à la québécoise. On a une constitution pour l'éternité, puis elle va être bien dure à modifier. Non, c'est une loi qui sera adoptée en 2026. Puis ensuite, il y a une élection. En 2027, il y aura un autre gouvernement qui va la remodifier. Donc, c'est comme une espèce de chantier continu, parce que le principe de base, c'est la souveraineté du Parlement et derrière du peuple, et non pas la suprématie judiciaire. Donc, une fois qu'on comprend ça, ou le constitutionnalisme, une fois qu'on comprend ça, je pense que ça dédramatise toute cette idée-là de mon Dieu, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas eu 3 ans de consultation à pu finir, alors qu'il y a des centaines de personnes entendues dans les derniers mois, ce qui est quand même pas rien. Alors, d'après moi, c'est là le défaut de cette critique-là. C'est qu'on ne tient pas compte de ce que c'est qu'une constitution québécoise, que c'est pas une constitution canadienne, que c'est autre chose, qu'il y aura une élection qui va porter dessus, puis qu'après ça, elle sera modifiée, puis elle va être appelée à être beaucoup plus flexible que la constitution canadienne. Une fois qu'on comprend ça, le processus à la base, qui n'est pas parfait, qui aurait dû être mieux, mais je pense que l'important, c'est d'aller de l'avant, puis après ça, ça pourra être amélioré après la prochaine élection. ouais, loin de moi, je veux juste être clair, de citer en exemple la Constitution canadienne comme un Non, c'est modèle, comme un C'est modèle, inconscient. comme un modèle, surtout dans la manière qu'elle a été adoptée. Je pense qu'un des problèmes de la Constitution canadienne, c'est que même si, selon la lettre de la loi, elle a été adoptée de manière légale, il y a un vice de, de légitimité parce qu'elle a été faite sans l'assentiment d'un des deux peuples fondateurs. Mhm. Fait que pour moi, bon, certainement, je pense que quand on dit constitution, on ne pense pas juste à la Constitution canadienne, il y a plusieurs constitutions dans le monde. On s'entend que c'est comme une loi des lois, une super loi. On s'attendrait à ce que, sans que le processus soit aussi complexe, qu'il y ait un processus un peu plus complexe qu'une loi comme une autre. Et une consultation nationale, un projet multipartisan, je pense, aurait enchâssé une loi, une constitution qui aurait beaucoup plus de légitimité aux yeux des Québécois, peut-être plus de légitimité même, de légitimité même que la Constitution canadienne. Mm. Puis c'est un exercice démocratique de légitimisation. C'est ça le projet constitutionnel. Et je pense qu'on passe à côté d'un rendez-vous important avec l'histoire. Moi, je pense que c'est assez illusoire de penser qu'il y aurait un consensus transpartisan puis tout. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne en politique. Il y a une logique partisane. Et par ailleurs, projet de loi 1, il y a la Constitution qui est critiquée, mais après ça, il y a une loi sur l'autonomie, une loi sur le Conseil constitutionnel. Il ne faudrait pas comme jeter le bébé avec l'eau du bain, puis que si jamais un futur gouvernement décide d'abolir ça, la Constitution, ça peut être réformé, je pense, de manière importante, mais la loi sur l'autonomie, la loi sur le Conseil constitutionnel, ça devrait être transpartisan, mais il y a des logiques partisanes à l'œuvre qui rendent plus difficile l'adoption de ça, même si ça ne devrait pas être l'objet d'une opposition partisane, à mon sens. Je vois que le temps file. Alors, je vais demander de conclure sur l'avenir de la laïcité au Québec, selon vous. Puis vous pouvez y aller dans l'ordre qui vous plaît. Mais est-ce qu'on est allé assez loin, pas assez loin encore? Est-ce qu'il y a un risque de judiciarisation permanente de la question? Est-ce qu'on doit continuer de travailler sur cette question-là? Ou si, selon vous, c'est pas mal réglé? Moi, je pense qu'on a atteint la marée haute quand même de la demande politique pour ce genre d'exercice. Je veux dire, chez les moins de 50 ans, le narratif de la Révolution tranquille, c'est un vague souvenir. Les gens n'ont pas connu, là, soi-disant grande noirceur, puis la Révolution tranquille et tout. Donc, je pense que la demande politique va être moins présente. Je crois qu'il y a un pluralisme religieux qui s'établit au Québec, qui se normalise. Je pense que c'est de plus en plus normal de voir des gens de différentes religions sans que ça nous affecte.
La question, si ça revient, je ne pense pas que ça va être pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Je pense que ça va être, bon, en tout cas partiellement pour les mêmes raisons d'aujourd'hui, ça va être s'il y a des groupes religieux qui commencent à ne pas respecter le consensus sur bon, qu'est-ce qui appartient à l'État, qu'est-ce qui appartient à la société civile, qu'est-ce qui appartient à l'espace privé. Ça, c'est la seule raison pour laquelle je crois que le débat pourrait revenir là à l'avant-plan. Mhm. Donc, il y aura le procès de la loi sur la laïcité en Cour suprême à la fin du mois de mars. Il y a un des avocats qui va plaider. Puis ça va être quand même déterminant, même si tout ne se ramène pas à du juridique dans la politique, dans la société. Quand même, ça va être important parce que s'il y a des reculs importants pour la loi sur la laïcité, je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est pas impossible. Là, il va y avoir les groupes favorables à la laïcité vont se remobiliser, vont trouver des nouveaux moyens et là, ça va on repart, là, on vient de remettre un sou dans la machine. Donc ça, c'est une probabilité, mais ça m'apparaît plutôt faible. Je pense que la Cour suprême va, pour l'essentiel, valider cette loi-là. Puis là, je pense que le projet de loi 9, autant la loi sur la laïcité, à l'origine, il n'y avait pas tant de choses. Il y avait les grands principes, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais ça restait un peu vague. Le droit des services publics laïcs, quelques interdictions, mais c'était quand même minimal. Là, avec le projet de loi 9, je pense que la loi sur la laïcité de l'État ressemble un petit peu plus à la loi 1905 en France. Donc, on a quelque chose de plus substantiel. Et là, je pense qu'on peut faire un bout avec ça. Mais en même temps, dans le fond, ça dépend de la prochaine élection. On dit qu'il n'y a peut-être pas de demande. C'est une hypothèse. Peut-être est-elle bonne, peut-être pas. Je pense que si on a un gouvernement du Parti libéral, il y aura peut-être un certain nombre de reculs, mais peut-être qu'ils vont être stratégiques puis faire le minimum. Puis au contraire, un gouvernement du Parti québécois pourrait décider d'aller plus loin avec, par exemple, interdiction du port de signes religieux par des élèves, des écoles publiques, des choses comme ça. Donc, ça va dépendre de la prochaine élection et du jugement de la Cour suprême. Mais je pense qu'avec, sans donner trop d'importance, je pense qu'avec mon rapport puis le projet de loi 9, effectivement, ça se pourrait qu'on dise, bon, ben là, on a comme une espèce d'équilibre qui pourrait, pour un bout, voilà, amener une certaine stabilité. Même l'ancien chef du Parti libéral, Pablo Rodriguez, disait que la loi 21 avait amené une certaine paix sociale. Je pense que si le jugement de la Cour suprême confirme la validité, ce qui devrait être le cas, on serait là-dedans après le projet de loi 9. Je pense qu'on pourrait être dans une période plus de stabilité. Ensuite, il y aura des jugements, il y aura des ajustements, mais je pense qu'on a, juridiquement, on a fait beaucoup de travail depuis 10 ans, puis ça se pourrait que ce soit une consolidation dans les prochaines années. Et qu'on pourrait passer à d'autres choses. Possiblement. Mais merci beaucoup, messieurs. Ça a été très intéressant. Merci pour Merci à vous. vous.